Digamerma d'Ortode, bonjour, bienvenue à tous dans ce rendez-vous politique, élection régionale, Bretagne 2021. Et aujourd'hui avec nous Thierry Burlot, bonjour. Bonjour. Tête de liste Nous la Bretagne, avec le soutien de La République En Marche. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le débat, on est ici dans un cinéma, sur notre pôle multimédia d'Auray, le cinéma Tianoc, qui nous accueille. Dans ce cinéma, on a un certain nombre de chaises avec des artistes, des comédiens, des comédiennes. Vous avez choisi qui en tant qu'artiste pour vous asseoir aujourd'hui ? Lino Ventura. Pourquoi ? C'est le clan des Siciliens ? Le clan des Siciliens. Et j'adore le personnage, un authentique, quoi. Un acteur. Et ce qu'il a fait pour le cinéma, ce qu'il a fait après le cinéma, ce qu'il a fait pour les autres. Non, vraiment une belle personne. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet des trois thèmes qui nous tiennent à cœur sur Brésil Web, qui sont la langue bretonne, la place de la langue dans l'identité, dans la culture bretonne, petite question peut-être plus personnelle, le breton pour vous, ça évoque quoi aujourd'hui ? Le breton, aujourd'hui, c'est ma dernière fille, Marguerite, qui est à l'école Liberté à Rennes et qui a choisi de faire du breton. Et je suis très content, elle est très contente et je trouve que sans doute qu'on n'a pas fait assez pour les langues, pour donner envie. Et je crois que l'un des enjeux, justement, si on veut arriver à sauvegarder ce patrimoine, il va nous falloir justement donner envie, faire confiance et dire que cette langue bretonne, ces langues bretonnes peuvent être une vraie richesse. Quand vous dites « on n'a pas fait assez », c'est qui « on » ? Globalement tous. La région ? Non, je ne vais surtout pas vous dire que la région n'a pas fait assez. Bon. Non, je pense que la région, les départements, les collectivités, je pense qu'on n'a peut-être pas pris la mesure de ce patrimoine et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie responsabilité de notre part dans cette région qui fait la différence quand même en termes de richesse culturelle, de patrimoine. Ce qui fait Bretagne, ce qui fait cet ancrage et cette force, on va dire. Je crois qu'on a sans doute sous-estimé la valeur de ces langues et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut nous mobiliser. Stéphanie Stoll, qui est ancienne présidente de Diwan, qui l'était jusqu'à il y a peu, qui a rejoint votre liste en deuxième position sur la liste des Côtes d'Armor, déclarait récemment dans une interview au Télégramme, il m'a proposé, donc Thierry Burlot m'a proposé de travailler pour la politique linguistique avec un axe, arrêter le bricolage. Est-ce que ça veut dire que jusqu'à présent, ce qu'a fait Loïc Chenet-Girard, c'était du bricolage ? D'abord, je ne souhaite pas... Je ne souhaite pas porter de jugement et rentrer dans un débat... non, ce sont ces déclarations, oui, Stéphanie Stoll. Bien sûr, mais moi, d'abord, je voudrais vous préciser que je suis le candidat du rassemblement du centre droit et du centre gauche. Et que si La République En Marche nous soutient, l'UDI nous soutient, le Modem nous soutient, Territoire de Progrès nous soutient, et Volt nous soutient. Je reviens à ma question quand même sur cet axe, arrêter le bricolage. Oui, est-ce que c'était du bricolage jusqu'à présent ? C'est pas que ce soit du bricolage, c'est que c'est largement insuffisant. Et aujourd'hui, dans nos propositions que l'on souhaite, demain j'aurai une conférence de presse sur le sujet des langues et de la culture, mais en avant-première quand même aujourd'hui. Alors que je me refuse à préciser financièrement ce que l'on fera dans tel ou tel domaine. Je peux vous dire en avant-première ici que dans notre programme, il est prévu le doublement des moyens qui seront mis en œuvre sur la question des langues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on s'appuie beaucoup dans cette émission sur une plateforme qui s'appelle Rueda d'Arbrezonnec, le réseau du breton, qui rassemble des acteurs du monde de la culture, de l'enseignement, des médias, de la formation continue, et qui a fait un certain nombre de revendications. Et l'une de ces revendications, c'est un doublement de budget, ayant calculé que le budget aujourd'hui investi par breton pour la langue est à peu près de 2,50 € quand il est de 7 en Corse, qu'il est de 20 € au Pays de Galles. Vous allez jusqu'où si vous doublez, vous allez jusqu'à 5 € par habitant ? On passera de 8 à 16 millions d'euros. Donc après, on peut faire le calcul en fonction du nombre d'habitants, hein. Mais on va doubler. Et vous savez, le choix de proposer à Stéphanie de venir nous rejoindre sur le rassemblement, c'est le choix d'abord d'une personne de la société civile, hein,
qui n'est plus présidente de Diwan, mais qui a tant apporté à Diwan ces dernières années. Et c'est de profiter de son expérience, de ses compétences en la matière, pour essayer de multiplier notre action publique en direction des langues. Parce que jusqu'à présent, elle a été trop faible. Vous apparteniez à la majorité, vous étiez proche de la majorité précédente. Pourquoi ne pas avoir revendiqué ou demandé un budget plus conséquent dans ce cas-là pour les langues de Bretagne ? Écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on est dans une organisation régionale, il y a un président, il y a des vice-présidents, il y a des compétences, il y a un budget. Et c'est vrai que l'ENA Loire a fait beaucoup pour la reconnaissance de ces langues, a beaucoup travaillé et a souvent été contraint par son budget. Elle l'a souvent dit, elle l'a souvent répété. Ceci dit, nous étions dans des contraintes financières. On voit bien la situation aujourd'hui. Donc tout à coup, les contraintes financières ont disparu et permettent le doublement du budget. Non. En tout cas, nous, on fait de ces questions une priorité et on vous annonce que l'on doublera dès le budget primitif 2022 le budget des langues. Alors on va justement aborder notamment les revendications de cette plateforme. Parmi les revendications qui lui semblent symboliques, celle d'un vice-présidente à la langue bretonne. Vous continuerez avec une vice-présidence ou c'est pas une obligation non plus pour un exécutif régional ? Je pense que nous serons amenés évidemment à réfléchir sur l'organisation de notre exécutif. Vous avez vu que Stéphanie Stoll était numéro 2 des Côtes d'Armor. Vous avez vu d'ailleurs que Thierry Burlot était numéro 5 des Côtes d'Armor. Ça veut dire une vice-présidence pour Stéphanie Stoll à l'arrivée ? Évidemment. Alors maintenant, il s'agira de bien définir le périmètre de Stéphanie. Mais en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse ouvrir le portefeuille. Ouvrir le portefeuille à la question des langues, mais aussi de nos relations internationales, notamment avec nos amis. Et ouvrir le portefeuille, alors pour quelles actions concrètes ? Pour des actions de coopération entre régions, coopération entre pays. Mais moi, je souhaite que nos langues soient une vraie richesse et fassent l'objet d'un vrai partage. Voilà. En termes de symbolique, l'une des revendications de cette plateforme Rueda d'Arbrezonnec, on a un devoir d'exemplarité de la région vis-à-vis du bilinguisme. On pense à tous les espaces de travail de la région, hôtels de région, les délégations un peu dans tous les départements, bien évidemment. Les lycées également que gère la région, avec un bilinguisme qui est demandé systématique dans tous les affichages des lycées, et aussi les transports, dont l'enjeu des TER. Aujourd'hui, quand on va dans le métro à Toulouse, on a des annonces qui sont en occitan et en français. Quand on prend un TGV de Bretagne pour aller jusqu'à Paris, on a les écrans où ça défile en allemand, ça peut défiler en anglais, en espagnol. On n'a pas le breton, ni sur les écrans, ni dans les TER. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose que vous demandez, ce bilinguisme systématique ? Oui, bien sûr. Et j'ai envie de vous dire que lors des dernières mandatures, on a beaucoup progressé. Lentement. Oui, mais on a beaucoup progressé quand même. Notamment sur nos propres investissements, sur nos propriétés. Que ce soit dans les lycées, dans l'hôtel de région, dans les locaux appartenant au conseil régional, je trouve qu'on a pas mal progressé. Maintenant, on a des partenaires. Les communes, les communautés de communes, où on apporte des financements publics. Et on voit bien que là, il y a une carence. Et il faut conditionner, qu'on puisse conditionner une aide financière de la région à du bilinguisme sur les locaux pour présenter les projets. Et je pense qu'il faut que là, peut-être qu'on soit un peu plus exigeant. Et la SNCF ? La SNCF, c'est un partenaire que l'on finance, qui travaille pour la région, de la même façon. Au niveau la SNCF ou la Brittany Ferries, je ne sais pas si la Brittany Ferries le fait, mais enfin en tout cas, évidemment que ça serait intéressant de le faire. Au niveau de ce bilinguisme, il y a un côté qui est quand même très surprenant aujourd'hui, c'est que tout ce qui est affiche de promotion de la Bretagne, que ce soit affiche touristique, promotion économique, support, utilise pratiquement pas ou peu la langue bretonne. Pour vous, ça devrait être obligatoire ? On serait au Pays de Galles, on serait en Catalogne, en Pays Basque, la question ne se poserait même pas. Il ne faut pas se poser la question, il faut que ça soit en bilinguisme, évidemment. Et je pense d'ailleurs que sur la question du tourisme et de la Bretagne, je pense d'ailleurs qu'il va falloir que, plus globalement, et en dehors du problème du bilinguisme, qu'on communique autrement. C'est-à-dire, vous savez, dire
attirer le touriste aujourd'hui en Bretagne en juillet-août, je ne vois pas l'intérêt. Il vient tout seul. Il vient tout seul. Je pense qu'il vaudrait mieux communiquer hors saison et de manière différente. Et pourquoi la langue n'a jamais été utilisée en support de communication? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une certaine honte de l'utiliser? Est-ce qu'il n'y a pas la fierté ou la solidité pour remettre la langue en avant? Moi, j'ai tendance à penser que c'est de la facilité. Mais je crois que c'est une erreur. Il faut que l'on se réapproprie ces sujets. Et je pense qu'au moment où on va avoir de grosses tensions quand même entre cette population résidentielle, cette attractivité de la Bretagne, cette Bretagne nourricière, cette tension qu'on peut créer dans les territoires entre ces populations qui ont toujours vécu là, qui voient d'autres populations arriver. Je pense qu'on a intérêt à affirmer qu'il y a des règles en Bretagne. Et dans les règles, il y a cette appartenance culturelle et il y a ces langues. Thème extrêmement important, l'enseignement de la langue bretonne. On va y rester quand même quelques minutes. Justement, Stéphanie Stoll, ex-présidente de Diwan, est sur votre liste en position totalement éligible. Elle sera très probablement élue. Elle sera élue. T'as espéré. Enfin, attendez, numéro 2, je ne vois pas comment elle ne serait pas élue. Quel sera, d'après vous, le statut de Diwan? Quelles sont les mesures pour Diwan que vous pouvez proposer, si jamais vous en proposez de nouvelles? Écoutez, je suis un peu abasourdi quand même de ce qui s'est passé tout récemment. C'est-à-dire je pense qu'on avait quand même eu le bonheur tous de partager la loi Molac, votée par une majorité de parlementaires. Les Bretons de la majorité présidentielle ont fait le job, si je puis dire. C'est la première fois. C'est la première fois. Et je pense que ça, il faut le reconnaître quand même, qu'une majorité parlementaire à Paris a permis ces avancées. Et largement. Et largement. Quand on se rappelle les gouvernements successifs, aussi bien ceux soutenus par Marc Le Fur que de majorité socialiste, ils n'y sont jamais parvenus. Donc il y avait une avancée considérable. Et aujourd'hui, il y a ce recours devant le Conseil constitutionnel. Entre autres demandé par le ministère de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui est aussi, je veux dire, dans la même mouvance politique que la vôtre, puisque vous avez le soutien de La République En Marche. Bien sûr. Mais il n'y a pas un paradoxe pour vous, justement, à ce c'est niveau-là? Pas la première fois qu'on a un paradoxe sur le sujet. Hein. Rappelez-vous les socialistes bretons et les socialistes métropolitains. Rappelez-vous la droite bretonne et la droite... Mais pour une fois, on avait obtenu un texte qui faisait consensus chez tous les parlementaires bretons, salué par tout le monde. Donc ça, c'est une avancée. Moi, je regrette sincèrement je regrette que des députés de la majorité aient transmis le recours au Conseil constitutionnel. Bon, si on avait eu des maires demain, imaginons que la loi a été promulguée, on aurait eu des maires d'ici ou là capables de porter des recours. Mais en tout cas, c'est bien regrettable. Alors, et du coup, le statut pour Diwan, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, demain, si vous êtes élu à la tête de la région? Écoutez, il faut qu'on montre notre détermination à les soutenir financièrement. C'est évident, hein. Et quand on voit encore... moi, je me suis battu à l'époque, avec Stéphanie Stoll d'ailleurs, hein, pour faire en sorte qu'on puisse avoir une école d'Iwan à Penvénan. J'ai vu les difficultés dans des municipalités socialistes où les laïcards, entre parenthèses, ne veulent rien entendre. Enfin, à un moment, il va falloir détendre l'atmosphère et il faut que les collectivités, et en l'occurrence le conseil régional, porte une voix de soutien à Diwan. Qui peut se traduire de quelle manière très concrètement? Je prends d'autres exemples, d'autres listes. La liste de Claire Desmarques-Poirier, Europe Écologie Les Verts, UDB, propose un statut public régional d'enseignement pour Diwan. C'est une piste à explorer? Écoutez, bien sûr, je pense que c'est intéressant. Et il faudra que le conseil régional montre sa détermination à aller très loin sur le sujet. Parce qu'il n'a pas été suffisamment déterminé aujourd'hui? La preuve que non. La preuve que non. Moi, on me dit que, en termes de financement, il n'y aurait pas 20% des collectivités qui paieraient leur dû à Diwan. C'est pas acceptable. Donc, à un moment donné, si on ne met pas des règles en place, si on n'impose pas des démarches collectives, si on ne met pas un statut particulier, on restera dans cette zone
voilà, d'un confort. Et je pense que notre responsabilité politique, et pourquoi pas, moi je suis pas loin de partager la proposition de Claire Desmarres. Sur l'enseignement, alors il y a Diwan, on a aussi l'éducation nationale, on a l'enseignement catholique. La plateforme Breda-Brézonec souhaite aujourd'hui que 40% des postes du premier degré, au moins pour l'éducation nationale, soient affectés à des enseignants bilingues ou en langue bretonne. Une généralisation de l'enseignement de la langue dès le premier degré. Où vous mettez le cursus? Quel est votre regard sur cette question? Initiation, généralisation de l'initiation, bilinguisme, immersion? Écoutez, en tout cas, la difficulté qu'on a, c'est qu'il y a déjà une tension sur les postes dans l'éducation nationale. Et j'ai bien peur que si on prend le sujet par cette entrée-là... Par une entrée de quotas? De quotas, on sera les parents pauvres tout le temps. Donc c'est ce qui me fait peur. Ça marchait pour les femmes, ça ne marcherait pas pour les langues minoritaires? Oui, on va le dire comme ça, oui, je pense, oui. Donc je pense qu'il va falloir faire autrement. Moi, je pense que le contrat de plan État-région, le contrat avec l'État, devra être très exigeant sur ces langues, sur la question des langues. Et je pense que c'est dans ce cadre d'un partenariat entre la région Bretagne et l'État en région qu'on pourra faire avancer les choses de manière spécifique. On voit que l'actuel président de région, Loïc Chéné-Gérard, se bat bec et ongle pour essayer d'obtenir le maximum de la part de l'État. En face, ces négociations sont très rudes, semble-t-il, avec l'État. Qu'est-ce que vous feriez de plus, vous, face à l'État? Ben écoutez, je ne suis pas persuadé qu'il ait utilisé la bonne méthode. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a utilisé quand même très clairement la non-signature du CPER pour faire pression. Un contrat de plan État-région? Oui, contrat de plan État-région. Non, je ne suis pas certain. Il valait mieux signer et accepter ce que proposait l'État? On ne peut pas jouer avec le feu. Moi, vous avez souligné tout à l'heure que j'étais soutenu par La République En Marche. Mais attendez, moi je ne suis pas La République En Marche. Je suis à la tête d'un rassemblement qui sera très exigeant sur cette question comme sur bien d'autres. Y compris, par exemple, la régionalisation de la politique agricole commune, où je sais qu'on a un point de tension avec l'État aujourd'hui. Mais sur les langues, il faudra qu'on arrête nos propositions et qu'on négocie et qu'on soit exigeant. Mais l'exigence, aujourd'hui, moi j'ai peur, je vous dis franchement. Je vois la campagne qui avance et le sujet des langues qui arrive. C'est comme le sujet des algues vertes, vous voyez. J'ai l'impression qu'on est en train d'utiliser tout ça pour faire de la poloche. Mais après, le mois de juin, il y aura 6 années qui vont s'écouler. Et c'est là qu'on va voir. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est pas à un mois de l'élection à manifester dans les rues et à dire « moi j'ai fait, ils n'ont pas fait, l'État n'a pas fait, ils sont méchants ». L'État laïcard, on le connaît. L'État qui n'aime pas les langues régionales, on le connaît. Il faut que le Conseil régional soit exigeant. Je ne suis pas sûr que Léna Louarn, dans l'exécutif de Loïc Chéné-Gérard, ait toujours été entendue. Vous savez, quand je fais le choix de mettre Stéphanie Stoll en numéro 2 de ma liste, je ne fais pas le choix de la facilité sur le sujet, parce que vous la connaissez mieux que moi. Vous la connaissez mieux que moi. Ben, c'est pour cette raison qu'on l'a prise. Parce qu'elle a des convictions, parce qu'elle a des tripes, et qu'elle nous fera tous bouger, parce qu'on a tous besoin de bouger. Toute dernière revendication, puisqu'on arrive en fin d'émission, justement, la plateforme souhaite une politique de communication ambitieuse, ça vous l'avez déjà évoqué aussi, mais sur une société bilingue, ce qui n'est pas la même chose que la défense ou la promotion du breton. Espérer une société bilingue, est-ce que c'est votre souhait demain pour la Bretagne? Écoutez, je pourrais vous dire oui, mais je suis mal placé, je ne suis pas bilingue. Moi, mon grand-père était... ma grand-mère maternelle était bretonnante et ma grand-mère paternelle était gallo. Et le chemin qui séparait nos deux communes, Pléguien et Tressigneau, vous savez comment il s'appelait? La frontière. Non, le chemin de la barricade. Et vous savez, ça m'a profondément marqué. Et je regrette aujourd'hui finalement de ne pas avoir pris le temps, même si quand je vous ai écouté parler tout à l'heure, j'entendais ma grand-mère. Mais c'est une richesse extraordinaire. Alors je pourrais vous dire évidemment la généralisation du bilinguisme, encore faudrait-il qu'on y soit un peu plus, quoi. Mais en tout cas, si on peut faire de cette question une question un peu, finalement, un indicateur de
d'une prise de conscience collective que là, il y a quelque chose qui est menacé. Et si on peut, nous, collectivités publiques, parce qu'on est là aussi pour une collectivité publique, ça a pour but de changer des grandes tendances, d'essayer d'infléchir de grandes tendances. Mais si on est capable, à travers, finalement, nos politiques publiques, de redonner envie, je pense qu'on aura peut-être un peu commencé à réussir. Merci Thierry Burlot d'avoir participé à ce rendez-vous. Donc Thierry Burlot, tête de liste de la liste Nous, la Bretagne. Merci Brasdor, à Ganavo.